merci d'être venu. Je suis contente que vous soyez là et je suis surtout très heureuse de vous présenter Nancy Press, qui est donc une collaboratrice. Alors on commence tout juste à discuter collaboration, on se connaît depuis quelques années maintenant. Donc je suis ravie de l'inviter, enfin de la recevoir aujourd'hui. Alors Nancy, en quelques mots, elle m'a fait une petite note pour bien la présenter. Elle est professeure adjointe à la faculté de médecine et des sciences de la santé à l'université de Sherbrooke, donc au Canada. Elle est directrice du laboratoire sur l'alimentation des aînés et la nutrition gériatrique. Et en fait, elle a au quotidien 4 casquettes parce qu'elle est coordinatrice d'une cohorte de personnes âgées sur nutrition et vieillissement, une cohorte qui s'appelle Nuage. Elle est aussi impliquée dans des essais en EHPAD sur Nutrition as Medication, donc les aliments peuvent-ils aider sous forme de médicaments. L'idée est là de contrer la perte de poids. Elle est aussi à l'origine d'un projet pour le repérage de personnes âgées en situation de vulnérabilité nutritionnelle à domicile. Donc ça, tu me corriges, mais c'est une plateforme repas en ligne, enfin c'est par Internet, voilà. Et puis le quatrième bras, c'est plus la recherche observationnelle, ce que tu vas nous montrer, quatrième casquette, ce que tu vas nous montrer aujourd'hui, la déficience en vitamine B12, qui est une de ces problématiques de recherche principales. Donc merci beaucoup d'être venu, de nous partager ton expérience sur cette vitamine. Et puis 45 minutes à peu près de topo. Merci Nancy. Donc bonjour à tous, merci d'être là ce midi. Merci Catherine pour l'invitation. Comme vous l'entendez, je viens du Québec, j'ai un accent qui est différent, donc si j'utilise des mots ou des expressions que vous ne comprenez pas, levez la main, je vais me reprendre parce que ça arrive. J'expliquais à Catherine que souvent quand j'arrive dans des restaurants ou des hôtels, on me parle en anglais instinctivement, j'ai comme si je parlais pas français. Donc, ce midi, je vais vous parler de mes travaux sur la déficience en vitamine B12, des travaux qu'on est en train de faire au Québec pour développer un programme de dépistage urinaire de la déficience en vitamine B12. Donc, je vais vous emmener un peu à travers l'histoire qui m'a emmené à créer ce programme-là qu'on commence tout juste à tester au Québec. Donc, anciennement, Catherine ne l'a pas dit, mais j'étais clinicienne nutritionniste à l'hôpital, dans un hôpital gériatrique. Et je constatais que j'avais presque un patient sur 2, soit qui arrivait déjà avec un diagnostic de déficience en B12, ou que j'en posais un pendant l'hospitalisation. Et vraiment, ça me turlupinait, là, pourquoi il y en a autant, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de santé publique pour essayer de repérer ces cas-là plus rapidement, même voire de les prévenir. Donc, ça date d'il y a 20 ans, et quand je suis devenue chercheure il y a 5 ans, ben ça a été un de mes projets ou une de mes idées que je voulais développer. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, pour qu'on parte tous sur la même base, je vais vous donner quelques rappels sur la vitamine B12. Donc, c'est une vitamine qu'on retrouve dans les aliments d'origine animale, donc les viandes, volailles, poissons, fruits de mer, produits laitiers et les œufs. Je ne sais pas la situation en France, peut-être vous saurez me le dire, mais au Canada, il y a certains aliments qui doivent être obligatoirement enrichis en vitamine B12. C'est les boissons végétales de type boisson de soya, donc qui sont souvent utilisées par les gens comme substitut du lait. Ils doivent être enrichis à la même hauteur qu'un verre de lait, par exemple, en même quantité en B12. Et aussi les produits de simili-viande, comme par exemple du bœuf fait à partir du faux bœuf à partir de protéines végétales, doit être aussi enrichi en vitamine B12. Et la vitamine B12 est permise en vente libre sous forme de suppléments dans les pharmacies et les supermarchés au Québec. On peut retrouver des comprimés qui contiennent jusqu'à 1200 microgrammes par comprimé, donc des mégadoses. Santé Canada recommande actuellement, en fait, c'est la même recommandation aux États-Unis et au Canada, 2,4 microgrammes par jour de vitamine B12 pour les adultes, qui est un niveau qui s'atteint très facilement. Si on prend le bœuf haché que contient un hamburger, un seul hamburger, c'est à peu près 2 microgrammes. Un verre de lait de 8 onces ou 250 millilitres, on parle en onces au Québec, donc c'est environ 1,3, 1,4 microgrammes. Donc, dans une alimentation omnivore, c'est très facile d'atteindre ces niveaux-là. Cela dit, il y a beaucoup de littérature scientifique en ce moment qui est publiée, puis dans le Journal of Nutrition, il vient d'avoir un papier sur cette question-là où on remet en question cette recommandation-là. On pense que c'est plus entre 4 et 6 microgrammes que les gens devraient consommer, en particulier les personnes aînées.
Au Canada et aux États-Unis aussi, il y a une mise en garde pour les personnes de 50 ans ou plus où on leur suggère de favoriser la vitamine B12 sous forme cristalline, donc la forme d'enrichissement ou les suppléments, parce que c'est plus facilement absorbable. Et ce qu'on soupçonne, en fait, c'est que chez les personnes âgées, l'absorption de la vitamine B12 diminue. Donc, même s'ils continuent d'en manger autant ou suffisamment, ils sont moins efficaces à l'absorber, de telle sorte qu'ils seraient plus à risque de souffrir d'une déficience. Donc, qu'est-ce que ça fait, la vitamine B12, une fois dans l'organisme? Essentiellement, le rôle n'est pas très complexe. La vitamine B12 est un cofacteur de 2 réactions dans l'organisme. Le premier, c'est le transfert du groupe méthyle, du méthyltétrahydrofolate à l'homocystéine. Donc, le méthyltétrahydrofolate, pour vous rappeler, c'est la forme de réserve de l'acide folique dans l'organisme. Et pour former du tétrahydrofolate qui va servir à la synthèse de l'ADN et éventuellement à l'hématopoïèse, donc la création des cellules sanguines, et de la méthionine qui est un donneur de groupe méthyle pour la méthylation de l'ADN, mais aussi de centaines de composés. Donc, s'il n'y a pas de B12, bien, on pourrait, la forme de réserve de l'acide folique n'est pas disponible. Donc, ça peut mener à des anémies, par exemple, des problèmes sanguins qui touchent les cellules sanguines. Et si on n'a pas de méthionine, bien, il y a une foule de composés qui doivent être méthylés qui ne le seront pas. Puis ça peut mener à un paquet de symptômes dont on va parler tantôt. La deuxième réaction où la vitamine B12 est un cofacteur, c'est la réorganisation moléculaire du méthylmalonyl-CoA. Donc, en succinyl-CoA qui s'en vont dans le cycle de Krebs, peut-être ça vous rappelle des cours anciens de physiologie ou de biologie. Donc, c'est vraiment dans le métabolisme des acides gras. Donc, quand il n'y a pas de vitamine B12, bien, il va y avoir de l'accumulation, entre autres, de l'homocystéine et de l'acide méthylmalonique dans l'organisme qu'on peut aller mesurer, notamment dans le sang, pour caractériser vraiment l'état de déficience d'une personne. Et c'est important de se rappeler de ça parce que je vais y revenir à l'acide méthylmalonique notamment. Donc, qu'est-ce que ça fait quand un organisme manque de vitamine B12? En fait, il y a vraiment toute une foule de signes, symptômes non spécifiques, souvent subtils, difficiles à diagnostiquer, qui peuvent apparaître. Les plus connus, c'est les signes hématologiques. Donc, typiquement, une anémie macrocytaire mégaloblastique qui va apparaître chez les patients. Cela dit, ce n'est pas tous les patients qui présentent une anémie macrocytaire quand il y a une déficience en vitamine B12, parce que cette anémie-là vient du fait que le tétrahydrofolate est trappé sous forme de réserve. Fait que si la personne prend, par exemple, un supplément d'acide folique, elle va comme contrecarrer cet effet-là. Donc, elle pourrait ne pas présenter d'anémie tout en présentant une déficience en vitamine B12. Il y a aussi certains symptômes digestifs de type diarrhée, perte du goût, etc., qui peuvent apparaître. Mais moi, les symptômes qui m'intéressent le plus, c'est les signes neurologiques. En fait, si on regarde, c'est une figure qui a été publiée dans New England Journal of Medicine en 2013, et on fait toute la liste des symptômes neurologiques. En fait, quand il y a une déficience en vitamine B12, il peut y avoir une perturbation au niveau mental, plus de dépression, des troubles de comportement qui peuvent apparaître, des troubles cognitifs, notamment des troubles de mémoire. D'ailleurs, une déficience sévère en vitamine B12 peut laisser croire à la maladie d'Alzheimer tellement ça se ressemble au niveau cognitif. Donc, ça peut mener à une démence comme telle. Donc, ça touche le système nerveux central, mais ça touche aussi le système nerveux périphérique. Dans le fond, on va avoir des myélopathies qui vont mener à des neuropathies périphériques, donc qui vont souvent commencer par des sensations de picotement ou de fourmillement dans les mains et dans les pieds, de telle sorte que les personnes vont être plus susceptibles de perdre l'équilibre et de chuter. On pense qu'il y a au moins un cas sur 2 qui a ça, mais c'est probablement plus. Quand on utilise des mesures vraiment de neurophysiologie pour aller mesurer la conductivité nerveuse en périphérie, c'est plus entre 70 et 90% des patients qui ont une déficience qui montrent des problématiques au niveau périphérique, donc de la conduction nerveuse. Ce qui est embêtant dans ce cas-là, c'est qu'ils sont potentiellement irréversibles. Alors que les signes hématologiques, quand on traite avec de la supplémentation, vont se corriger à l'intérieur de 2 ou 3 mois, les signes neurologiques, dans la moitié des cas, ne se corrigeront pas entièrement. Et en fait, plus la déficience a persisté dans le temps, plus il y a de chances qu'on ne soit pas capable de la corriger entièrement.
Et dans certains cas, il n'y a rien à faire. Donc, un cas sur 20, même si on supplémente et on corrige la déficience, on n'arrive pas à avoir une amélioration vraiment sensible au niveau neurologique. Et un cas sur 2, on a une amélioration partielle. Un cas sur 2, on corrige entièrement. En gros, c'est un peu ça. C'est cet aspect-là, en fait, qui fait dire à plein de chercheurs qui ont travaillé sur la vitamine B12 qu'on devrait dépister de manière précoce la déficience dans les groupes à risque. Les groupes à risque étant les personnes aînées en raison du problème d'absorption dont je vous ai parlé. Aussi, les patients qui sont traités avec de la metformine. Je ne sais pas s'il y a un nom différent ici, qui est en fait un antidiabétique, souvent de première intention quand les gens ont un diagnostic de diabète de type 2. La metformine va aussi diminuer l'absorption de la vitamine B12. Et ceux qui sont traités pendant au moins 1 an avec des inhibiteurs de la pompe à protons, donc qui sont des antiacides, en fait, ils vont empêcher la sécrétion d'acidité gastrique. Et dans le processus d'absorption de la vitamine B12, la première étape implique de l'acidité gastrique. Donc, sans acidité gastrique, l'absorption n'est pas très efficace. Donc, plein de gens s'entendent sur le fait que ce serait pertinent de faire du dépistage pour éviter ça. Qu'est-ce qu'on entend par dépistage? Donc, la définition simple, ça vise à détecter la présence d'une maladie à un stade précoce. C'est ce qu'on veut. Chez des personnes qui, a priori, sont en bonne santé, ne présentent pas encore de symptômes apparents. C'est ce qu'on souhaite, parce qu'on veut vraiment pouvoir corriger rapidement. Okay. Donc, l'objectif est de diagnostiquer la maladie le plus tôt possible pour la traiter rapidement, la freiner ou la stopper. Mais avant de faire un dépistage, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions, tout simplement. Certaines conditions sont relatives à la maladie comme telle et d'autres aux tests de dépistage qu'on utilise. Donc, par rapport à la maladie doit avoir des conséquences sérieuses. Je pense que de rester avec une neuropathie périphérique, on peut considérer que c'est sérieux. Il doit avoir un traitement efficace. Fait que ça ne sert à rien de dépister si on n'est pas en mesure de le traiter. Je pense que pour la B12, ce n'est pas un problème. La supplémentation, qu'elle soit orale, féroce ou intramusculaire, elle est disponible partout et efficace pour traiter. Sans effet secondaire, la vitamine B12 n'est pas associée à de la toxicité, notamment. Il faut aussi que la prévalence soit élevée dans la population visée. Donc, regardons ce qu'il y en a pour la vitamine B12. Aux États-Unis, au Canada, les études populationnelles nous parlent d'un taux de prévalence de 5 à 15 parmi les personnes aînées. Mais quand on s'adresse plus à des personnes aînées fragiles, comme les personnes hospitalisées, par exemple, on a des taux qui vont jusqu'à 42 des patients. Donc, ça ressemble à ce que je voyais quand j'étais clinicienne. Au Québec, on n'est pas mieux qu'ailleurs. Donc, dans une cohorte de personnes âgées en santé, donc globalement en santé, nos travaux ont montré une prévalence de 10 à 13 sur les 4 années de la cohorte où on a fait le suivi. C'est des données pondérées pour tenir compte du sexe et des groupes d'âge. Chez des aînés de 67 à 84 ans, puis comme je vous dis, c'est des gens qui étaient en santé, là, qui étaient autonomes à domicile. Donc, c'est des valeurs qui étaient vraiment quand même assez élevées. Et pendant mon postdoc, j'avais revisé plus de 200 dossiers d'une unité de courte durée gériatrique à l'hôpital où je travaillais à l'époque. Donc, 200 dossiers choisis au hasard et 41 d'entre eux, au congé d'hôpital, avaient un diagnostic de déficience en B12 qui avait été posé. Donc, on arrive à peu près au même chiffre que la littérature générale. Donc, bref, je pense que les critères par rapport à la maladie, on leur répond assez bien. Restait les critères du test de dépistage. Donc, le test doit être performant, donc pas faire trop de faux négatifs ou de faux positifs. Il doit être sécuritaire, donc l'idée, c'est pas de mettre à risque les personnes pour passer un test. Il doit être abordable parce qu'un test de dépistage, généralement, on le fait d'une façon assez massive, là, à des centaines, des milliers de personnes. Donc, si ça coûte 100 $ par test, ça ne fonctionnera pas. Et il doit être accessible à tous, donc, et non pas confiné à une seule région, par exemple, du Canada ou du Québec. Typiquement, pour diagnostiquer la déficience en vitamine B12, on utilise des biomarqueurs sanguins.
Il y en a 4 dans la littérature. Vous allez reconnaître les 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'homocystéine et l'acide méthylmalonique qui s'accumulent en amont quand les réactions ne se font pas, comme je vous disais. Mais celle la plus connue et celle qui est utilisée dans la cohorte des 3 cités, c'est la vitamine B12 totale dans le sang. La problématique avec ce biomarqueur-là, c'est qu'il dose à la fois la forme active et la forme inactive de vitamine B12 qui est circulante. Or, 80% de ce qui circule est sous forme inactive. Donc, on n'a pas vraiment une bonne mesure de la vitamine B12 qui est vraiment biodisponible à l'organisme, aux cellules. Mais ça a comme avantage de coûter très peu cher. Au Québec, on parle de entre 2 et 3 $ par dosage, donc c'est vraiment très facile et c'est accessible partout. Tous les centres hospitaliers, toutes les cliniques peuvent offrir ce type de dosage-là. Mais un gros élément, puis on en parlait hier avec Catherine et son étudiante Virginie, c'est qu'on n'a pas de seuil très clair pour définir, oui, à partir de ce seuil-là ou en bas de ce niveau-là, il y a un état de déficience. Et il y a toute une littérature sur c'est quoi le seuil idéal. Et pour vous dire, les seuils varient entre 75 picomoles et 350 picomoles. Et évidemment, vous aviez compris que tout le monde tombe dans cette zone grise-là. À peu près la grosse majorité de nos patients sont là. Et c'est compliqué parce qu'en bas de 75, c'est très, très clair, il y a une déficience. En haut de 350, c'est très rare, c'est moins de 1% des gens qui font une déficience, mais c'est pas impossible qu'il y ait une déficience. Mais entre 75 et 350, on a encore à 150 picomoles, par exemple, on a encore à 70% des gens qui ont une déficience. À 225, on est encore à 30% des gens qui ont une déficience. Donc, c'est difficile de mettre un endroit. Fait que c'est vraiment difficile, puis en épidémiologie, ça l'est encore plus, parce qu'on arrive difficilement à faire des études avec un cut-off qui est clair. Le lot de transcobalamine, c'est la mesure de la forme active de la vitamine B12, qui est beaucoup plus spécifique, plus sensible du fait qu'on mesure que la forme active, mais c'est très peu disponible. Je ne sais pas ce qu'il y en a ici en France, mais au Canada, c'est à peu près impossible, à part quelques labos expérimentaux qui le font. C'est très difficile à obtenir. Ça a peu été étudié, somme toute, et c'est très influencé par la présence de maladies hépatiques, par la fonction rénale ou la présence d'un cancer. Donc, si on prend juste la question d'une diminution de la fonction rénale, en gériatrie, c'est quand même assez fréquent. C'est un patient ou une personne sur 3 à peu près qui a une diminution de sa fonction rénale en haut de 75 ans. Donc, on a un problème. Ce qui nous met à l'homocystéine et l'acide méthylmalonique. L'homocystéine est donc un marqueur fonctionnel. Le problème, c'est qu'il est non spécifique. Il peut aussi augmenter s'il y a une carence en acide folique. Au Canada, la carence en acide folique n'existe plus parce qu'on enrichit nos aliments d'acide folique, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, l'homocystéine est encore moins valable ici qu'elle l'est chez nous. Le gold standard, c'est vraiment l'acide méthylmalonique sanguine, qui est aussi un marqueur fonctionnel et qui est très spécifique. L'acide méthylmalonique va augmenter légèrement s'il y a une baisse de fonction rénale, mais dès qu'on a des valeurs très élevées, il n'y a qu'une déficience en vitamine B12 qui peut expliquer une valeur très élevée d'acide méthylmalonique. Donc, elle a influencé un peu les valeurs, tu parles des élévations modérées quand il y a une fonction rénale atteinte. Le problème, c'est que c'est très peu disponible. Au Québec, dans tout le Québec, il n'y a que 2 hôpitaux qui offrent le dosage d'acide méthylmalonique. Et la raison pour ça, c'est que ça coûte très cher. Parce que c'est mesuré dans une technique qu'on appelle le GCMS, qui nécessite beaucoup de manipulation technicien, donc des ressources humaines, donc ça coûte beaucoup de sous. Si j'envoie un seul échantillon au laboratoire, en dollars canadiens, c'est à peu près 70-75 $, donc peut-être 50 €, grosso modo. Si j'envoie une batch, vraiment, donc un grand nombre d'échantillons, ça peut revenir à 35 $. Mais c'est pas encore accessible assez abordable, en fait, pour faire un programme de dépistage. Donc, on a comme pas d'outils intéressants. Ah, j'avais mis des petits carrés rouges. Et en 2018, j'ai fait la rencontre de cette dame qui s'appelle Christiane Auréblet, une dame qui a 73 ans et qui est chercheure en biochimie, spécialiste de la spectrométrie de masse. On était toutes les deux invitées à
un party de retraite d'une collègue. Je ne connaissais pas Christiane. On a un verre de vin entre les mains, on discute. Je lui parle de cette problématique-là avec la déficience en vitamine B12. Et elle me dit, « As-tu regardé dans l'urine? Qu'est-ce qu'on pourrait doser dans l'urine? » Je fais, « Ah, j'avais jamais considéré ça. » Donc, j'ai retourné dans la littérature. L'urine est vraiment intéressante pour du dépistage parce que c'est plus sécuritaire qu'un prélèvement sanguin. Il n'y a pas de prise de sang, ça ne nécessite pas un personnel particulier. N'importe qui peut faire son prélèvement d'urine. C'est moins coûteux parce que moins d'équipement nécessaire, pas de personnel nécessaire. Mais aussi, le protéome dans l'urine est beaucoup moins complexe. Il y a moins de cochonneries, il y a moins de toutes sortes de molécules et de protéines qui circulent que dans le sang. Donc, c'est plus facile d'aller isoler un métabolite particulier. L'acide méthylmalonique qui s'accumule dans le sang, elle est excrétée dans l'urine. Donc, j'ai regardé ce qui se faisait à ce niveau-là. Et effectivement, j'ai trouvé des études qui vont jusqu'en 1982, donc j'avais 7 ans à peine, et qui avaient mesuré l'acide méthylmalonique dans l'urine, exprimé comme sur un ratio de la créatinine urinaire pour tenir compte de la dilution de l'urine qui varie dans le temps. L'hypothèse de Norman en 82, c'est que ça pourrait être beaucoup moins influencé par la fonction rénale, vu que c'est une expression de ratio acide méthylmalonique créatinine. Et dans cette petite étude, qui était la première, Norman avait en fait dosé le ratio acide méthylmalonique créatinine urinaire chez des patients avec une vitamine B12 avérée qui avaient été hospitalisés pour ça, et il le redosé après le traitement pour voir effectivement que le ratio diminuait chez tous les patients suivant le traitement. Donc, il voyait qu'il y avait vraiment une réponse du biomarqueur au traitement, puis déjà là, il disait, peut-être que ça pourrait être intéressant pour un dépistage. Mais pas vraiment encore, parce que puis la raison pour laquelle ça ne s'est pas développé puis que c'est pas devenu wow, tu sais, pourquoi 1982 en 40 ans, pourquoi on ne l'a pas partout aujourd'hui? Bien, en fait, c'est que l'acide méthylmalonique dans l'urine, comme dans le sang, est encore mesuré par GCMS, qui coûtait encore très cher. Puis là, en plus, il fallait mesurer la créatinine pour faire le ratio, fait qu'on rajoutait un coût supplémentaire. Donc, le défi, c'était de trouver une façon de mesurer l'acide méthylmalonique et la créatinine dans l'urine simultanément et à faible coût. Et c'est pas moi qui ai trouvé la solution, c'est Christiane, dont je vous montrais tout à l'heure la photo, et qui a utilisé des techniques du PLC MSMS, donc la spectrométrie de masse, mais en tandem, qui permet en fait, dans sa technique, de faire jusqu'à 500 échantillons par jour et de mesurer justement l'acide méthylmalonique et la créatinine urinaire en même temps pour 8 $. Donc, là, on avait quelque chose d'intéressant. On avait vraiment un outil sur lequel on pouvait plancher. Et posez-moi pas de questions sur la spectrométrie de masse. Je suis épidémiologiste et non pas biochimiste. Donc, je pourrais vous référer à Christiane, vous pourrez lire l'article. Donc, ce qui a amené à notre premier article, Christiane et moi, publié en 2020 dans Bioanalysis. Et dans l'article, il y a toute une première partie où c'est vraiment le développement de la méthode, où c'est l'équipe de Christiane qui a travaillé là-dessus. Mais on a fait une deuxième partie pour tester la valeur de ça. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça représente la déficience en vitamine B12? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné dans la cohorte nuage que je dirige, on avait déjà les B12 totales mesurées pour l'ensemble de la cohorte. Donc, on a choisi une trentaine de personnes âgées qui avaient différentes valeurs sur toute l'échelle de valeurs de B12 totale qu'on avait. Donc, ça valait de 56 à 1229 picomoles. On avait enlevé ceux qui prenaient des suppléments, notamment. Donc, on avait toute cette échelle-là. Et l'idée, c'était d'aller mesurer l'acide méthylmalonique urinaire en GCMS et en UPLC MSMS, donc pour comparer la méthode standard à la nouvelle méthode développée par Christiane, mais aussi d'utiliser les échantillons sanguins collectés qui ont été prélevés le même jour que l'échantillon urinaire et d'aller faire l'acide méthylmalonique sanguin et la B12 sanguine. Donc, on avait vraiment tout le portrait pour faire des comparaisons et voir est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Donc, par la technique standard, dans nos 34 échantillons,
On avait des ratios là, dont la valeur variait entre 0,5 et 42,5 environ, avec une médiane à 1,3 et un IQR de 0,9 à 2. En UPLC et MSMS, on avait sensiblement les mêmes résultats, donc de 0,42 à 39,9. Donc, l'UPLC donnait des valeurs légèrement plus basses, d'environ 8 ou 9 plus basses, mais excessivement corrélées l'une par rapport à l'autre, donc avec une corrélation quasi parfaite. Là. Même quand on utilisait une corrélation non paramétrique de Spearman, on avait quand même des coefficients de corrélation autour de 0,9. Donc, excessivement corrélés. Donc, on voyait que les deux méthodes étaient bien équivalentes. Ensuite, on a regardé est-ce que la méthode en UPLC-MSMS versus l'acide méthylmalonique dans le sang. Donc là, on s'éloigne. Puis encore une fois, quand vous regardez les coefficients de corrélation, c'est à 0,65. Fait que quand même, on a une valeur exprimée en volume, donc en nanomol par litre, versus un ratio urinaire, et on avait quand même une corrélation à 0,65, ce qui est quand même intéressant. Et c'était comparable à une des rares études qui avait testé aussi ça, qui est l'étude de Hill, publiée dans le Journal of Nutrition en 2013, qui avait 0,59, mais lui, c'était une corrélation de Pearson. On était quand même relativement similaires, puis il était chez des personnes âgées en santé, lui aussi. Et la corrélation, on pouvait la linéariser là, en utilisant des transformations logarithmiques. Il y avait aussi Kwok qui avait fait une analyse un peu similaire et qui était arrivé aussi à linéariser cette relation-là de la même façon. Donc, on semblait avoir quelque chose qui représentait l'acide méthylmalonique dans le sang. Donc, on avait déjà comme deux critères intéressants, c'est-à-dire sécuritaire, prélèvement d'urine, facile à faire, exige pas de personnel, et abordable, donc on avait diminué le coût de manière très, très importante, et la possibilité de faire 500 échantillons par jour aussi. Restait le problème d'accessibilité. Donc, il n'y a que Christiane qui a cette grosse machine du PLC-MSMS. Elle dirige un énorme laboratoire de spectrométrie de masse. Donc, c'était pas évident de dire, mais comment on va faire pour qu'on puisse faire les dosages de tout le Québec, par exemple, toute la province. Au Québec, et là, vous pourrez aussi me dire la situation française, j'aurais hâte de vous entendre là-dessus, on a un programme de dépistage urinaire des maladies héréditaires chez le nouveau-né. Donc, quand les parents ont un nouveau-né, à 21 jours de vie, ils reçoivent un papier filtre, un papier buvard à la maison, qu'ils doivent imbiber d'urine de leur bébé. Ils font sécher et ils retournent par la poste. Cet échantillon d'urine est testé pour une panoplie des dizaines de maladies héréditaires, comme la tyrosinémie, la phénylcétonurie, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'arriver à attraper ces enfants-là très tôt avant que la maladie s'exprime cliniquement pour pouvoir tout de suite intervenir. Donc, en gros, dans la trousse, c'est ça, ils reçoivent un papier buvard de ce type-là, le Whatman, un papier filtre Whatman. Et là, j'arrivais avec ça à Christiane et j'ai dit, est-ce qu'on pourrait envoyer des trousses aux personnes aînées à domicile avec un papier filtre et qui font sécher, qui retournent ça au laboratoire. Et à ce moment-là, ben, tu peux faire les dosages. Donc, ce qui a amené à notre deuxième article ensemble, et c'était le travail de Dr David Allard, qui est un résident de médecine gériatrique qui a travaillé dans mon laboratoire pour ses travaux de recherche. Donc, dans ce cas-ci, on a aussi utilisé l'étude nuage. On a utilisé 107 échantillons d'urine. En fait, à ce moment-là, on avait dosé tous les échantillons d'urine de nuage, donc il y en avait plus de 3000. On a choisi une centaine d'échantillons entre 0,14 et 43 micromoles par millimole, donc d'acide méthylmalonique sur la créatinine. Et on l'a mesuré sur de l'urine liquide qu'on avait, et on a pris un autre échantillon d'urine, un autre alico, qu'on a versé sur du papier filtre, qu'on a fait sécher, et on a fait les dosages selon les deux approches. Et bien là, c'est difficile d'être plus satisfait que ça. Donc, avec l'équipe de Christiane, on a pu le faire ça. Puis quand vous regardez là, le Blend Tatman Analysis, on avait une différence de 1,6 % entre les deux types de méthodes. Donc, c'est très, très, très similaire. Et ça a été publié là, dans Bioanalysis au printemps dernier.
Donc, maintenant, on avait un truc sur papier buvard. Et là, David, qui était toujours en stage avec moi, je l'ai mis au défi de me créer la trousse pour les personnes âgées. Là, j'en ai emmené, je vais juste prendre le temps de sortir les choses. Donc, dans la trousse, c'est les personnes âgées reçoivent essentiellement. Donc, en gros, ils reçoivent un papier buvard, donc qui est dans une petite enveloppe. Ils reçoivent un sac comme ça pour la collecte d'urine. Donc, le sac a un entonnoir cartonné qui permet d'ouvrir très facilement pour uriner dedans. Puisqu'on soit un homme ou une femme, ça couvre la vulve en entier. La personne peut être assise ou debout pour le faire. Donc, l'urine tombe dans le sac et l'entonnoir est fait de telle sorte que ça fait un bec verseur. Donc, la personne peut déposer le papier filtre. On suggère de le mettre sur un papier aluminium, feuille de papier aluminium, peut verser quelques gouttes juste pour l'imbiber, pas plus, le laisser sécher 24 heures et le retourner par la poste à Christiane. On a vérifié la stabilité, on a vérifié si les conditions de température affectaient et tout est super parfait. Donc, on a pu créer la trousse et David, en fait, a fait un petit feuillet explicatif avec des illustrations écrites super simplement. C'est un autre projet de co-création avec des aînés. On a eu des personnes aînées qui sont venues vraiment lire ça, voir s'ils comprennent, si tout est clair, parce qu'on n'a pas 75 ans, là, puis on a un niveau d'éducation supérieur. Donc, on voulait un niveau de littératie, on dit de niveau 1, donc l'équivalent de 6 ou 7 années d'études. Donc, il fallait vraiment travailler très fort pour le faire. Donc, la trousse est prête. Et actuellement, là, notre projet est en évaluation au comité d'éthique à la recherche à l'Université de Sherbrooke pour aller tester l'acceptabilité et l'utilisabilité de la trousse auprès d'une 60aine de personnes âgées, donc qui vont la recevoir, qui vont faire le test. En prime, ils vont savoir s'ils ont une déficience, mais nous, ce n'était pas le bout qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'est avez-vous éprouvé des difficultés à faire le test? Est-ce qu'il y avait des instructions qui n'étaient pas claires? Puis, en fait, Christiane va aussi pouvoir tester les papiers filtres, voir est-ce qu'il y a, je sais pas, le papier filtre est tombé dans la neige, est-ce qu'il a été mouillé, l'enveloppe était mouillée, c'était pas en bon état, le papier filtre était souillé avec du jus d'orange ou je sais pas trop quoi. Donc, l'idée, c'était de voir est-ce que ça fonctionne bien. Fait que ça, c'est la prochaine étude qu'on va faire cet hiver, en fait. Mais en créant cette trousse-là, bien maintenant, on avait réglé la question de l'accessibilité. Restait la question de la performance. Et c'est là-dessus qu'on va travailler là, beaucoup au cours de la prochaine année. Donc, la performance d'un test de dépistage se détermine à deux niveaux. Donc, les performances intrinsèques du test qui se déterminent en conditions expérimentales. Donc, on parle des concepts de sensibilité et de spécificité qui sont, si vous êtes en épidémiologie, vous devriez tous connaître bien ces aspects-là. Et la performance extrinsèque qui est en situation de dépistage dans une population précise où on va mesurer les valeurs prédictives positives et négatives. Et là, ces valeurs-là sont influencées notamment par la prévalence dans la population cible. Donc, d'où la raison que c'est mesuré en situation de dépistage. Par contre, pour pouvoir faire ça, bien, il nous faut le seuil de positivité du test. À partir de quel ratio on décide que le test est positif? Et ça, c'est pas encore clair. Donc, la première étude qui s'est questionnée sur le seuil de positivité, c'est une étude de Matchard qui a été publiée en 1987 dans un journal médical. Et il y avait pris des patients à l'hôpital qui avaient défini comme déficients, non déficients, mais avec un statut faible en B12, donc des niveaux, puis des patients non déficients. Puis il avait mesuré le ratio et il y a un peu comme tracé une ligne, là. On s'entend que c'était pas de la rocket science, mais il a tracé une ligne en disant autour de 5, mais c'était pas tout à fait les mêmes. Il n'avait pas pris les micromoles, mais plutôt des microgrammes. Mais en micromoles par millimole, comme on utilise, ça correspond à 4,8 micromoles par millimole. Donc, au-dessus de ça, on pourrait considérer que les gens ont une déficience. La problématique, c'est cette définition de patient déficient.
Pour être déficient, la personne devait, ou être considérée déficiente dans l'étude, elle devait avoir un dosage de B12 sous les 133 picomoles, ce qui est quand même un des seuils les plus bas dans tout ce que je vous disais, mais aussi présenter et des troubles neurologiques et des troubles hématologiques. Donc, il devait y avoir tout le shebang, tout le setup de symptômes. Donc, c'était des cas vraiment sévères. Okay? Donc, c'est ce qu'on avait. Puis, au début des années 90, le même Norman dont je vous ai parlé tout à l'heure a testé ce seuil de 4,8 dans différentes populations, donc des personnes âgées relativement en santé jusqu'à des personnes âgées dans un établissement de type EHPAD. Donc, quelques centaines de participants, puis lui a trouvé des taux de prévalence qui variaient de 3 à 5 de déficience en vitamine B12, encore une fois que je vous rappelle, sévère, dans ce cas-ci, à cause des définitions utilisées. Plus récemment, en 2004, une étude chinoise qui a été faite chez des femmes végétariennes exclusivement, donc dont l'âge variait de 55 à 94 ans, qui avaient une fonction rénale normale. Donc, c'était ces critères d'exclusion. Et il a fait des ROC curves, qui est un peu plus ce qu'on recherche pour déterminer des seuils, donc on est plus près de ce qu'on s'attend. Et son standard pour définir une déficience, c'était l'acide méthylmalonique dans le sang, donc le gold standard dont je vous parlais tout à l'heure. Il a utilisé deux seuils, donc un seuil de 0,3 micromol par litre et un seuil de 0,4. Donc, pourquoi deux seuils? Actuellement, pour un adulte, on recommande le seuil de 0,3, mais chez les personnes âgées, c'est 0,4. Pourquoi? Parce que souvent, la fonction rénale est un petit peu diminuée, puis comme je vous ai dit tantôt, ça fait élever légèrement l'acide méthylmalonique dans le sang quand il y a une fonction rénale un peu diminuée. Donc, comme lui avait des jeunes vieux et des vieux, il a appliqué les deux seuils pour arriver, en fait, avec ses ROC curves, à un seuil pour l'acide méthylmalonique urinaire sur créatinine urinaire d'1,5 pour le 0,3 et de 2 pour le 0,4. Personnellement, moi, je préfère 0,4 parce que je travaille vraiment sur les personnes âgées, puis c'est le seuil de 2 qui me correspond plus à ce que je recherche. Il y a eu aussi une étude plus récente, une étude française publiée dans Nutrients, je ne sais pas si c'est des équipes que vous connaissez, avec 127 patients hospitalisés en médecine interne de 44 à 81 ans. Et là, il y avait un critère d'utiliser que des patients qui étaient dans le milieu de la zone grise dont je vous parlais tantôt, donc de 148 à 258. Donc, c'est une population très spécifique, là, hospitalisée dans la zone grise pour la B12 et son gold standard pour diagnostiquer la déficience, c'est qu'il devait y avoir et une homostéine et une acide méthylmalonique sérique élevée. Okay? En France, ben, c'est ça, comme vous n'avez pas d'acide folique en enrichissement, ça fait du sens. Au Québec, ça ne ferait pas de sens. On n'y arriverait pas, on ne diagnostiquerait pas personne. Donc, lui est arrivé, il a proposé un seuil de 1,45. Par contre, la population est tellement définie et tellement précise que je trouve que ça ne s'applique pas pour aller dans une population générale. C'est ce qu'on veut faire dans un dépistage. Donc, partant des deux seuils proposés, donc 4,8 pour des cas plus sévères, puis 2,0 pour chez les personnes âgées, là, tel que le suggère Kwok. Donc, un cas sévère, ça correspond à une acide méthylmalonique dans le sang à 750 micromoles ou plus, versus 400, comme je vous expliquais tantôt. On a mesuré la spécificité et la sensibilité dans notre petit échantillon de 34 personnes dont je vous parlais tantôt, vu qu'on avait déjà les acides méthylmaloniques sériques pour ces gens-là. Juste pour voir est-ce que ça fait du sens avec ce qu'on a. Et effectivement, vous voyez, les données sont hyper intéressantes, donc ils montraient déjà qu'on pouvait avoir quelque chose d'intéressant en termes de performance intrinsèque. Et là, on a voulu aller plus loin. Et comme je vous disais, on a été un peu zélé. Là, on a mesuré l'acide méthylmalonique dans l'ensemble de la cohorte nuage. Donc, nuage, en fait, a 4 temps de mesure. Donc, T1 étant le recrutement, T2, T3 et T4 étant les suivis annuels. Et l'urine a été collectée, ou en fait prélevée dans les 3 suivis. Il ne l'avait pas fait au recrutement initialement. Donc, on avait plus de 3000 échantillons
d'urine disponible. Donc, personne temps mesure. Fait que des fois, on a des mesures multiples. En fait, pour la majorité des gens, on a des mesures répétées. Donc, 3298 échantillons. Donc, l'étendue des valeurs, c'est le plus gros échantillon publié jusqu'à maintenant, si on considère toute la littérature. Donc, ça variait de 0,1 à 47,26 avec une distribution fortement asymétrique à droite qui répond super bien à une transformation logarithmique. Donc, une fois qu'on transforme, ça donne une belle courbe normale. On adore ça en statistique. Donc, la moyenne géométrique à 1,23 micromol par millilitre. Et on s'est amusé à aller appliquer les seuils proposés en pondérant et pour voir qu'est-ce que ça donnait en termes de prévalence et est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça fait sens avec ce qui est publié dans la littérature. Donc, puis là, je vous rappelle, c'est dans Nuage, et Nuage, c'est des personnes âgées en santé, autonomes, à domicile, prennent peu de médicaments, sont très bien. Malgré ça, on a entre 1 et 1,3 % de la cohorte qui présentait une déficience sévère selon ce critère-là. Si on regarde le critère de 2, qui est celui que je vous disais que j'aimais parce que le comparateur Gold Standard, c'était 0,4 micromol d'acide méthylmalonique. Donc, on a du 11 à 15 %, ce qui colle à la littérature. Hein. Si vous vous souvenez, c'était 5 à 15 % dans les populations américaines. Donc, on arrive vraiment tout près. Puis, si on prend le 1,5 aussi suggéré par Kwok, bien là, on arrive avec des valeurs très, très élevées, là, où il y aurait une personne sur 3, ce qui, à première vue, paraît un peu exagéré. L'autre chose qu'on a fait, puis si vous êtes familier avec la biochimie clinique, souvent on va définir les valeurs de référence avec le 5e et le 95e percentile de la population. Hein, c'est quelque chose de commun. Puis le 138 picomol, Catherine, dont tu me parlais hier, c'est probablement le 5e percentile de la population française qui est dosée, ou je ne sais pas si je les faisais faire au CHU ici, mais comme pour l'acide méthylmalonique urinaire, on n'a pas de valeur inférieure, c'est comme une seule valeur. C'est au-dessus de laquelle on a une déficience, puis en dessous de laquelle on n'en a pas. Donc, on peut utiliser le 95e percentile de la population qui, en apparence, n'a pas de déficience en vitamine B12. Okay. Pour définir le fameux seuil. Donc, comment on a défini? Donc, tout à l'heure, je vous parlais qu'il y a toutes sortes de seuils proposés sur la B12 sérique, qui varie de 75 à 350. Donc, on a choisi l'approche la plus robuste. On a dit, on va conserver dans la cohorte que les participants qui avaient un dosage de vitamine B12 sérique, parce qu'on l'avait pour l'ensemble de la cohorte, supérieur à 350 picomol. Donc, on sait qu'il y a moins de 1% de ces gens-là qui risquent d'avoir une déficience. Et on a été mesurer le 95e percentile à chaque temps de mesure, donc T2, T3 et T4, où on avait de l'urine. Donc, chaque fois, avec une transformation logarithmique, comme je vous expliquais, on arrivait à avoir une belle distribution normale. Et regardez les 95e percentiles qu'on avait. Donc, à T2, on avait 2, 1,99 et 1,97. Donc, encore une fois, on s'approche du seuil de 2. Donc, ça semble vraiment être le seuil de 2 qui est le plus intéressant. On a aussi, et Catherine était sur le jury de mon étudiante à la maîtrise. Maîtrise recherche au Québec, c'est très différent des formes de master que vous avez ici, le master 1 et master 2. Donc ici, on compare ça quoi, à une mini-thèse ou... En tout cas, c'est quelque part entre le Master 2 et la thèse de doctorat, je pense qu'on pourrait dire. Donc, Ellen Wang, qui a travaillé, qui a notamment regardé différents biomarqueurs de vitamine B12 et l'association avec les apports alimentaires en vitamine B12 chez des gens qui ne prenaient pas de suppléments et qui n'étaient pas exposés à de l'aliment, de la B12 d'enrichissement. Donc, qui ne prenaient pas de boisson de soya ni de produits de simili-viande enrichis. Et quand on prenait le seuil de 2 versus les quintiles d'apport en vitamine B12, on voyait vraiment une diminution du risque avec l'augmentation des quintiles, puis un P for trans qui a une tendance intéressante, mais ça restait non significatif. Cela dit, la B12 est beaucoup mieux absorbée dans certains types d'aliments que dans d'autres. L'absorption de la vitamine B12 est un processus qui est calcium dépendant. Fait que dans l'ensemble des aliments qui contiennent de la vitamine B12, est-ce que quelqu'un veut se risquer? Lequel type d'aliment vous pensez où la B12 est la mieux absorbée du fait que c'est calcium dépendant?
Hein? Les produits laitiers. Donc, tous les produits laitiers. Et quand on regardait l'apport de vitamine B12 des produits laitiers, c'est ajusté pour l'apport de vitamine B12 de tous les autres types d'aliments, bon, on voit que le risque diminue de manière importante avec l'augmentation de l'apport et avec un p-value for trend qui est excessivement significatif. Donc, ça venait quand même nous rassurer qu'il y avait une association entre notre biomarqueur urinaire et l'exposition à la vitamine B12 alimentaire exclusivement. Puis ça a été publié dans le Journal of Nutrition. C'est publish online en ce moment. Mais je pense qu'on va être dans le numéro du mois de novembre officiellement. C'est quoi la suite? Donc, on poursuit nos travaux dans la cohorte nuage. J'ai peut-être 3 cités parce que justement, on est en train de discuter de travailler sur l'association entre le statut en vitamine B12, l'équilibre des personnes aînées et le risque de chute. Parce qu'étrangement, puis on se l'explique mal, puis je n'ai pas d'explication à vous offrir, mais malgré le fait que ça mène à des neuropathies périphériques, notamment au niveau sensoriel, dans les pieds, il n'y a à peu près aucune étude qui a examiné l'association entre le statut en B12 des personnes âgées et leur équilibre ou leur risque de chute. On parle de 1 ou 2 études sur les 40 dernières années. Donc, on a la possibilité dans la cohorte des 3 cités et dans Nuage de faire ces tests-là parce qu'on a des mesures d'équilibre et de chute en outcome. Dans Nuage, on a les B12 sériques totales, mais aussi l'acide méthylmalonique urinaire qui a été fait pour l'ensemble de la cohorte. Dans 3 cités, il y a la B12 totale aussi qui a été fait pour toute la cohorte. Donc, on voulait aller tester ça, puis c'était entre autres une de mes raisons de la visite, c'était de commencer à discuter de ces aspects-là. Parallèlement, on voulait aller tester ce fameux seuil de 2 dans une étude clinique et aller mesurer s'il y avait des bénéfices à la supplémentation, d'aller diagnostiquer des cas de déficience légère. Donc, est-ce qu'il y a des bénéfices cliniques mesurables, objectifs, et des bénéfices perçus par la personne? Donc, on a élaboré une étude clinique pilote qui devrait nous amener vers une étude clinique d'envergure éventuellement. L'essai clinique pilote, on a soumis la demande de subvention cet été au Canadian Frailty Network. Et vraiment, l'idée, c'était d'envoyer la trousse à quelques centaines de personnes, en sélectionner une centaine sur tout l'ensemble de l'échelle des valeurs d'acide méthylmalonique urinaire, et de supplémenter toutes ces personnes-là pendant 6 mois avec un supplément Péros à 1200 microgrammes de B12. Au baseline et à 6 mois plus tard, on voulait mesurer évidemment l'acide méthylmalonique urinaire, voir s'il y a une réponse à la supplémentation. Donc, normalement, ça devrait diminuer comme l'étude de 1982. Mais aussi, on s'est adjoint, Christiane et moi, avec Guillaume Léonard, qui est un collègue neurophysiologiste, qui peut faire des mesures de conductivité nerveuse sur les nerfs médians, tibiales, etc. Donc, pour vraiment les mesurer, c'est au niveau physiologique qu'on peut avoir un effet. Puis en fait, comment la baisse d'acide méthylmalonique dans l'urine se corrèle à l'amélioration des mesures neurophysiologiques. Donc, est-ce qu'on arrive à déterminer un seuil à partir de là où on a une réponse physiologique? Et on a aussi Émilie Breton, docteur Émilie Breton, qui est gériatre avec nous au centre de recherche et qui est la responsable on a une clinique des chuteurs à Sherbrooke, des personnes âgées qui chutent. Elle est responsable de cette clinique-là. Elle va faire une foule de mesures d'équilibre sur les gens, aussi des mesures unipotales, mais aussi des mesures dans station debout. Les gens ne doivent pas bouger, puis on va mesurer, voir s'ils bougent pour rétablir leur équilibre. Puis plus ils bougent, plus c'est instable. Puis on a aussi, il y a un questionnaire qui s'appelle le ABC Scale, qui est en fait l'équilibre perçu par la personne, donc son niveau de confiance à réaliser certaines tâches qui exigent l'équilibre. Donc, pour voir si on a eu un impact jusqu'à sur le niveau de confiance de la personne. Donc, on devrait... normalement, les résultats doivent sortir en octobre. J'ai regardé ce matin, on ne les avait pas encore. Donc, j'ai très hâte de savoir si on va obtenir le financement. Donc, en conclusion, l'acide méthylmalonique urinaire, exprimé comme un ratio de la créatine urinaire, mesuré par UPLC et MSMS sur papier filtre, pour être vraiment une approche qui est valide, accessible, rapide,
abordable pour élaborer un programme de dépistage. Le ratio de 2.0 semble être le ratio, en tout cas jusqu'à maintenant, ça nous indique que c'est un ratio qui fait sens pour diagnostiquer les cas de léger à sévère. Dans notre petit échantillon de 34, on avait une haute spécificité, une bonne sensibilité. Le 95e percentile était autour de 2, à 3 temps de mesure différents, et les valeurs de prévalence étaient cohérentes avec les données publiées de prévalence au Canada ou aux États-Unis. Donc, on a vraiment quelque chose qui se dessine. Donc, je pose la question, to screen or not to screen? On ne sait pas encore ce que ça sera la réponse. Peut-être que je reviendrai dans 3 ou 4 ans, puis je pourrai vous donner la suite de l'histoire. Vous me permettrez de terminer avec deux dernières diapos. La première, c'est une diapo de remerciement, puis j'y tiens. Même si je suis seule devant vous aujourd'hui, c'est un travail d'équipe et j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire. Sans ma rencontre avec Christiane, je ne serais probablement pas ici en train de vous parler de ça. C'est elle qui a tout changé. Valérie Turcot, qui coordonne l'ensemble des travaux de nuages, est d'une aide exceptionnelle. Je vous ai présenté les travaux d'Hélène Wang, de David Allard aussi, et j'ai la chance d'avoir de l'aide statistique avec Aline Bolduc et Afiwan Bouquet, et plusieurs sources de financement aussi qui ont contribué à l'ensemble de ces travaux-là au fil des années. Je termine là-dessus, dernière diapo. Catherine, vous l'avez mentionné, je dirige les banques nuages de développement scientifique. La banque de recherche nuages contient des milliers de données colligées annuellement pendant 4 ans sur 1800 personnes âgées de 67 à 84 ans qui est en bonne santé. On a aussi une biobanque qui contient du plasma, du sérum, de l'urine, de la salive, l'ARN, l'ADN. La cohorte est entièrement génotypée. Et dans quelques mois, on devrait avoir toutes les données clinico-administratives de nos participants de 2004 à 2022. Donc, tous les diagnostics qu'ils ont reçus, on a un système de santé publique là, comme le vôtre, donc on peut avoir accès à ces informations-là. Donc, c'est une banque très, très riche. Donc, si vous êtes intéressé à faire des travaux de recherche avec en utilisant Nuage, je vous invite à aller consulter notre site web. J'ai mis l'adresse, mais si vous tapez Banque de recherche Nuage, Sherbrooke, là, vous allez le trouver très facilement dans Google. Sur le site, vous avez tous les projets de recherche en cours, sont là, toutes les publications qui ont été faites à partir des données de Nuage. Et vous avez aussi toutes les formalités pour faire une demande d'accès. Ça coûte 3 fois rien. C'est vraiment pas cher. C'est quelques centaines de dollars pour avoir accès à la cohorte. C'est une cohorte riche. Puis on a des données nutritionnelles excessivement précises avec des rappels alimentaires à chaque temps de mesure. Donc, 3 rappels alimentaires à chaque temps de mesure, plus des questionnaires de fréquence. Donc, pour faire des données alimentaires, c'est vraiment parfait. Donc, je voulais juste faire une petite publicité parce qu'on veut toujours... Catherine siège sur notre comité consultatif de Nuage, donc elle connaît bien la cohorte. Mais faites une demande. Tout ce qu'on exige, c'est que la personne ait un statut de chercheur dans une institution reconnue, donc une université ou un centre de recherche. Voilà, ça termine ma présentation.